Troisième et dernière table ronde de la matinée pour ce siècle live. On va parler d'investissement territorialement engagé avec nos deux invités. À ma droite, Valérie Lazec, adjointe au directeur et déléguée générale à l'appui opérationnel stratégique de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Ça, sur la carte de visite, ça doit être sympa. Et à ma gauche, Dan Onona, directeur général de Financière Bilbol et Enfants, FAE. On va parler d'investissement dans les territoires. Je ne peux pas m'empêcher de commencer par l'actualité qui est sur ce moratoire, le moratoire qui a été pris sur les projets d'équipements commerciaux en périphérie. Juste d'abord, pourquoi une telle décision? Je suis désolé Valérie, ça va tomber sur vous. Vous êtes, j'allais dire bad guy, mais bad girl, non, pas tout à fait. Dites-nous un peu pourquoi une telle décision sur ce moratoire. D'abord, un moratoire, ça veut dire suspendre. Ça ne veut pas dire interdire, ça ne veut pas dire nécessairement tout interdire et tout arrêter. La lecture que j'en ai, parce que je suis plutôt attachée à la cohésion des territoires, c'est pour favoriser la redynamisation des cœurs de ville, des centres-villes. Et du coup, faire un moratoire en périphérie, c'est finalement s'intéresser à développer des projets dans les centres-villes, parce que c'est précisément là que la priorité gouvernementale est la plus forte. Cette décision, elle s'accompagne aussi de tout un dispositif qui est dédié justement à la redynamisation des centres-villes. Et donc, il faut voir les deux ensemble, et le moratoire n'est qu'une partie du sujet. Donc, privilégier les centres-villes plutôt que les périphéries, étant entendu que les mètres carrés en périphérie sont pas amenés à connaître des développements significatifs dans l'avenir. Du coup, le moratoire, finalement, il arrive pour couronner quelque chose qui est quand même communément admis. On préfère travailler sur la rénovation des périphéries plutôt que leur extension. Et l'actualité, c'est aussi la lutte contre l'artificialisation des sols. Donc un moratoire en périphérie, c'est aussi pour éviter qu'on s'étale davantage et plutôt qu'on réinvestisse, qu'on renouvelle le parc immobilier existant, si possible en cœur de ville, si possible au plus proche des citoyens, et en leur donnant des perspectives de consommation sans doute un peu différentes, plus attachées à la proximité. Côté opérateur, on a déjà l'impression que le marché a déjà plus ou moins mis un moratoire en fait sur les projets. Il pullule pas tant que ça. Aujourd'hui, il y a une certaine régulation par le marché. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des conséquences quand même sur les projets en cours ou à venir, Dan? Ce qui est un peu dommage, c'est que ce moratoire, pour l'instant, il y a une suspension des autorisations et on ne sait pas sur quelle durée. Et c'est un peu dommage d'opposer centre-ville et périphérie. Il faut rappeler que la moyenne d'âge des centres commerciaux en France, notamment de périphérie, est de 30 ans. Il est temps aujourd'hui de les rénover, de les restructurer. On assiste depuis 10-15 ans à une accélération brutale du commerce de détail. Et aujourd'hui, les centres commerciaux qui ont été développés dans les années 70-80 ne sont plus adaptés, au concept des opérateurs. Et puis on voit aussi qu'il y a un changement très important, profond, induit par le e-commerce. Et donc il y a de nombreuses aujourd'hui conséquences qui doivent pousser les opérateurs à réinvestir massivement. Malheureusement, ce moratoire arrive à un moment où on commence à tirer les conséquences des opérations et des autorisations massives qui ont été délivrées dans les années 2000, 90, 2000, mais également à ce manque de vision, malheureusement, des politiques sur le centre-ville, à travers des opérations de tramway, des opérations de parking devenus payants, de difficultés d'accessibilité et de manque de requalification de l'habitat résidentiel, ce qui a poussé beaucoup de gens à partir en périphérie. Pour que le commerce soit vivant en centre-ville, il faut qu'il y ait des habitants, il faut qu'il y ait des services. Et quand on voit qu'il y a beaucoup d'équipements publics qui ont été délocalisés en périphérie, qu'il y a beaucoup d'opérations résidentielles qui ont été développées en périphérie, à un moment donné, c'est normal de retrouver des clients en périphérie avec une conséquence directe sur le centre-ville. Donc aujourd'hui, les conséquences sur les projets en cours et à venir, elles sont nombreuses. C'est que malheureusement, on risque, si ce moratoire perdure, d'assister à la création de friches commerciales de périphérie par manque d'investisseurs engagés sur la requalification d'actifs de périphérie, tout comme d'actifs de centre-ville. Qu'est-ce qui reste comme marge de manœuvre pour les opérateurs privés comme publics pour éviter que des boîtes ou du commerce de périphérie qui a été un peu dégradé quand même dans les années 70-80 deviennent, comme le dit Dan, des friches? Est-ce que ce moratoire finalement doit inciter à repenser une forme de partenariat entre les opérateurs publics et privés?
Je parlais tout à l'heure des dispositifs d'accompagnement. Ce que le gouvernement cherche à faire, c'est de donner un avantage comparatif au renouvellement et donc aussi à la rénovation, plutôt que de continuer à étendre et travailler sur justement une concentration de l'offre là où effectivement on a besoin d'animation commerciale, mais aussi servicielle. Et je vous rejoins complètement quand on réinvestit le centre-ville, on réinvestit l'ensemble des sujets. Et c'est le sens du programme Action Cœur de Ville qui est piloté par l'Agence nationale de cohésion des territoires, de travailler à la fois sur le logement, le commerce, les déplacements, les stationnements, la logique d'accessibilité et d'avoir un projet urbain d'ensemble qui fait sens et qui permet aux acteurs justement de trouver leur place dans ces projets qui sont portés avec des visions des élus locaux sur les 10 ans qui viennent. Donc les perspectives, elles sont là. Et elles sont prioritairement là parce que c'est ça qui fait sens pour les élus aujourd'hui, répondant à la préoccupation des habitants aussi. Hein, ça se voit très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tous accès au e-commerce et on peut trouver de quoi trouver une réponse à nos besoins de première nécessité. N'empêche que le commerce de proximité nous manque cruellement et on voit bien que on a tous envie de retrouver cette capacité de consommation locale, cet attachement finalement à ce que le commerce représente aussi un service d'intérêt économique général. Et c'est là-dessus qu'on apporte des propositions et des solutions à travers le développement des foncières locales qui vont être accompagnées par la Banque des Territoires, Caisse des dépôts, à travers un fonds de restructuration qui va permettre d'équilibrer des opérations un peu plus complexes en centre-ville finalement qu'en périphérie. Et donc tout cet accompagnement-là, il doit aussi être dédié à la transformation des périphéries qui aujourd'hui rejoignent la ville, ou plutôt la ville les rejoint. Et donc c'est une intégration urbaine qui est un enjeu vraiment important aujourd'hui. Finalement, l'urbanisme commercial, c'est peut-être plus de l'urbanisme que du commerce. Alors, vous avez raison. Et si vous me permettez d'intervenir, parce que j'aimerais rebondir juste là-dessus, par rapport, encore une fois, à cette notion de moratoire. Ce qui est regrettable, c'est que c'est un rendez-vous manqué, à nouveau, avec l'industrie du commerce. On parle d'artificialisation des sols. Il faut juste rappeler que les centres commerciaux ou les développements en périphérie, c'est uniquement 2% des surfaces qui sont dites artificialisées. Mais ce qui est regrettable, c'est qu'on met de côté le sujet de l'inéquité fiscale, de l'inéquité de développement vis-à-vis des acteurs de l'e-commerce. Parce qu'aujourd'hui, on dit aux opérateurs et aux investisseurs, aux grandes foncières, vous n'avez plus le droit de développer des projets en périphérie parce qu'il faut requalifier le centre-ville. Et je vous rejoins, le centre-ville, et nous sommes un acteur important à travers FAE de la requalification de certains centres-villes. Et on entend parfaitement et on accompagne cette opération de requalification Action Cœur de Ville. Néanmoins, il faudrait qu'il y ait une approche globale de la part des politiques sur l'appréciation de ce qu'est le commerce aujourd'hui. On assiste à une mutation. Le confinement 2020 aura été l'année de l'accélération massive du e-commerce. Et malheureusement, on laisse toujours aujourd'hui la possibilité aux acteurs pure players d'e-commerce qui bénéficient d'avantages fiscaux indéniables de pouvoir poursuivre leur développement alors même qu'on met des freins supplémentaires aux acteurs qui créent des emplois physiques, qui paient des taxes en France et qui participent à la requalification et la revitalisation des territoires. Encore une fois, le sujet, c'est l'investissement territorialement engagé. Quand on crée un centre commercial, on crée des emplois, on crée de la mixité avec d'autres fonctions de la ville, sociétales. Et on laisse malgré tout perdurer le développement de ces grands entrepôts qui aujourd'hui participent certes à l'effort du commerce de détail, mais pas dans les mêmes proportions que le commerce de détail et les investisseurs immobiliers. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Dan, comment on essaye de conserver l'attractivité du commerce physique, parce que le commerce physique, c'est la vie quand même, à l'ère du e-commerce, et on ne va pas revenir en arrière, le e-commerce, parce qu'il y a quand même un côté pratique. Alors j'ai bien compris l'iniquité fiscale. Moi j'ai peur que le coup de bâton il vienne un peu sur le e-commerce plutôt que la carotte vienne sur le commerce. Mais aujourd'hui, du côté de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, comment on essaye de conserver ou de renforcer l'attractivité du commerce physique ?
On va s'attacher d'abord et avant tout à travailler sur les territoires les plus fragiles, là où spontanément, finalement, les choses se passent pas exactement comme on le souhaiterait, et où, dans des situations où on a des déprises démographiques, on a aussi des déprises commerciales qui, finalement, enclenchent un engrenage assez défavorable. Donc on va essayer de donner des avantages comparatifs à ces territoires par rapport à d'autres qui vont bien et où les choses se passent normalement, où le marché joue son rôle et la régulation permet de composer avec l'existant. On va donc insister sur les cœurs de ville des villes moyennes, sur les centres-bourgs, sur les petites villes de demain. C'est le nouveau programme que l'agence va porter et amener des compléments d'études, d'ingénierie aux acteurs, et d'abord les élus locaux et leurs équipes, pour qu'ils intègrent les mécanismes financiers et commerciaux, qu'ils les comprennent et qu'ils les accueillent avec tous les outils possibles, depuis la planification jusqu'à l'intervention sur la fiscalité locale, puisqu'ils ont aussi la main là-dessus, et permettre justement d'avoir une programmation qui corresponde aux besoins de leurs habitants et qui attire des nouveaux investissements. On a des formats hybrides qui se prêtent beaucoup plus dans des petites villes qui jouent un rôle de centralité pour accueillir à la fois des services et des commerces, proposer aussi aux commerces de jouer ce rôle finalement d'ambassadeur de services auprès de la population. Donc c'est de la mixité. C'est de la mixité et c'est de la coproduction publique-privée, parce qu'on a besoin effectivement d'acteurs dont c'est le métier, mais on a aussi un rôle de service à apporter à la population, et finalement les choses sont très imbriquées. Donc on est en train de travailler sur des formats hybrides où on a des espaces de coworking, des tiers-lieux, des systèmes plutôt tournés vers l'économie sociale et solidaire. L'important étant la dynamique et du coup le flux dans des situations où on a peu de passages, peu de fréquentation. Il faut créer cette fréquentation et du coup c'est ça qui permet aussi d'accueillir du commerce et de permettre de trouver des chiffres d'affaires suffisants pour développer une activité. Avant de revenir sur les outils, je voudrais qu'on parle de la mixité. Comment un opérateur comme FAE, qui a priori un pure player du commerce, regarde la mixité avec éventuellement du coworking, avec des services, avec de l'économie sociale et solidaire, etc. Est-ce que ça c'est compatible avec le pied de bilan ? Il faut qu'il le soit, parce que c'est l'évolution naturelle, c'est le cours des choses. Quand on regarde aujourd'hui l'évolution du commerce, les belles années sont derrière nous. Concrètement, en termes de taux de capitalisation, de valorisation des actifs immobiliers. Et cette crise que l'on traverse actuellement va nécessairement rebattre les cartes de la valorisation de certaines typologies d'actifs. Et puis, il ne faut pas opposer commerce physique et commerce digital. Il y a un seul homo economicus qui est omnicanal, et j'en parle avec d'autant plus de facilité que précédemment j'étais chez Fnac Darty et j'ai assisté pendant 10 ans à la transformation omnicanale de cet acteur de la distribution. Et en fait, on se rend compte que les deux modèles sont intimement liés. Pour revenir sur la mixité, c'est qu'aujourd'hui, les formats des commerçants, des retailers évoluent, et il faut savoir s'adapter avec une offre expérientielle physique, sachant que le chaland, le client, va surtout aller sur Internet au début pour comparer, pour regarder, avant de se déplacer en magasin, ce qu'on appelle le ROPO, le Research Online, Purchase Offline. Et donc, il y a cette complémentarité évidente et qui s'accélère avec la jeunesse, avec la nouvelle génération. C'est-à-dire qu'on arrête de flâner, on arrête de se balader et de... On flâne, on se fait plaisir, mais on fréquente pour différentes raisons un lieu de vie. C'est-à-dire que les centres commerciaux qui étaient précédemment une boîte à vendre alimentaire, un grand format d'hypermarché, des galeries Pouskadi, avec une succession de boutiques principalement textiles, mais également équipements de la maison, des services, et ça, on est en train d'assister depuis 10-15 ans à une évolution massive. Regardez aujourd'hui, tous les opérateurs, toutes les foncières cherchent à occuper l'espace disponible, qui devient de plus en plus disponible parce qu'il y a une augmentation de la vacance commerciale, parce qu'il y a moins d'opérateurs textiles, parce qu'on a besoin de faire du sport. Et donc aujourd'hui, regardez depuis 10 ans, le nombre de salles de sport, d'opérateurs de sport, de fitness qui intègrent les centres commerciaux. C'est vraiment très important. La restauration, c'est du loisir. Les services, nous-mêmes, et on parlera peut-être un peu plus tard de la dernière opération qu'on a livrée et qui s'inscrit parfaitement dans le thème d'aujourd'hui, qui est l'Illenium à Lille, où on a du commerce, on a du bureau,
on a un hôtel, et puis on a une émanation du ministère de la Culture de la Cité des Sciences avec Smalicieux, la Cité des Enfants de l'Illénium, qui est en fait une activité dédiée à la vulgarisation du savoir scientifique pour les enfants de 2 à 12 ans. Donc on est sur un modèle économique qui est complètement différent d'un opérateur loisir, mais on commence à voir également des murs d'escalade dans les centres commerciaux. Il y a une mixité, il y a une nécessaire évolution. Pourquoi ? Parce que le client est devenu très versatile. Il peut acheter aujourd'hui depuis sa tablette en étant dans son canapé, mais il a besoin quand même de se retrouver, et on l'a vu au mois d'août, on a assisté à une refréquentation massive des centres commerciaux, des cœurs de ville. Les gens avaient besoin d'être ensemble, avaient besoin de consommer. On l'a vu ce week-end. Et on l'a vu ce week-end. Avec la réouverture Alors, avec... des commerces, en dépit de la jauge. En dépit de la jauge, mais surtout un meilleur taux de transformation. C'est-à-dire qu'il y a une fréquentation qui est toujours en retrait par rapport à l'année dernière. En revanche, un meilleur taux de transformation. Donc la mixité, de toute façon, elle est indispensable. Et moi, je suis convaincu qu'à terme, avec les opérateurs politiques, on va de plus en plus intégrer des fonctions de service public dans des centres commerciaux. C'est évident, c'est qu'à un moment donné, on va pouvoir utiliser ce centre de vie qui doit être connecté, qui doit être ouvert sur son territoire, qui doit favoriser la mixité à toutes les fonctions. Et comment on organise cette mixité ? On prend l'exemple de l'Illénium. Cette opération, elle est née quand déjà sur le papier ? Et quand est-ce qu'elle a été livrée, je crois, très récemment ? Il s'est passé combien de temps ? Il s'est passé 10 ans ? Oh, beaucoup plus. Ouais. Entre l'idée en 2003, les premières esquisses en 2006, le permis de construire en 2012. Bon, en 2003, on n'a pas l'idée de mettre un mur d'escalade, une salle de fitness ou un musée pour les jeunes ou les moins jeunes. Comment ça évolue un tel projet ? Regardez Gaël, les différents mots qui éclosent depuis plusieurs années, on parle de résilience, on parle d'agilité. Aujourd'hui, un opérateur commercial traditionnel se doit d'être agile et donc d'avoir un outil immobilier qui par nature est figé, qui soit également agile. On l'a vu, les opérateurs comme les grandes enseignes d'alimentation réduisent aujourd'hui leur surface et proposent et restituent la surface pour en faire de nouvelles activités. L'Illénium, en fait, a eu l'intelligence de s'inscrire dans une opération de requalification très forte de tout le quartier sud de l'agglomération lilloise, où il y avait une très très forte évasion commerciale. Donc à un moment donné, il y avait une légitimité à mettre un équipement commercial en 2003. C'était encore les belles années du développement. Malheureusement, et je taperai pas sur l'État, mais il y a trop de lourdeur administrative en France. On prend trop de temps pour ouvrir un centre commercial, pour réaliser des opérations. Il y a beaucoup trop de barrières. Et il faudrait simplifier tous les dispositifs aujourd'hui réglementaires, tout en respectant les équilibres commerciaux locaux. Mais ça prend trop de temps. Mais l'Illénium, en fait, est né d'une très bonne idée. Il y a une très forte évasion commerciale. Il y a besoin de requalifier et d'ancrer l'île Sud avec le centre-ville de Lille. C'est un centre commercial qui est connecté à son métro, la Porte des Postes, qui est la deuxième station de métro de Lille, qui est à 10 minutes du centre-ville en métro, qui est facilement accessible, qui est très visible. Et donc, il a fallu associer des opérateurs, comme l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, l'ANRU, la Caisse des dépôts avec la Banque des territoires, et la foncière de l'Érable avec le Crédit agricole, et 2IMA, qui est une foncière au sein de FAE. Et puis, on a conçu justement une opération qui a fortement évolué ces 4 dernières années, qui a dû se transformer parce que la société, en fait, ce qui avait été pensé en 2006 ou 2010 au moment du permis de construire, n'était plus du tout adapté à la réalité de 2020. En termes de fonction, de taille et de concept. Donc, on a continuellement fait preuve d'agilité en déplaçant les murs et puis en proposant une nouvelle offre. Un tel projet comme ça, quand on a l'ANRU qui est associé, on se dit que c'est pas un territoire naturellement privilégié sur lequel vient se poser cet équipement commercial. Qu'est-ce qu'il aurait comme chance de prospérer aujourd'hui ? Là, si j'arrive avec un tel projet sur une feuille comme ça, que je vous la pose, vous me regardez comment ? Alors aujourd'hui, il y a des dispositifs. Alors l'ANRU, c'est le dispositif le plus connu parce qu'il est assez ancien, mais il intervient justement dans des territoires fragiles où spontanément l'offre privée se manifeste pas.
pour tout un tas de bonnes raisons, des déficits d'image, de sécurité, de rentabilité. Et pourtant, on se rend compte aussi que le potentiel de consommation de ces quartiers, il est énorme. Parce que avec des paniers moyens petits, il y a beaucoup de population et du coup, il y a aussi cette consommation qui se manifeste assez facilement. Donc quand on fait un projet en quartier en rue, finalement, on transforme l'essai beaucoup plus vite que quand on s'installe dans des endroits plutôt premium où finalement... on va pas faire des marges délirantes parce que les conditions d'implantation sont différentes. Donc cette idée-là, elle se reproduit dans les cœurs de ville à travers les opérations de revitalisation de territoire. Donc c'est l'outil juridique qui est associé à cœur de ville, qui sera associé à petite ville de demain et qui permet d'avoir des territoires où on va massifier l'intervention publique, donc accompagner les projets privés à se mettre en place dans des conditions qui, justement, donnent un avantage comparatif à ces projets-là. Donc on va avoir des territoires de projets qui vont permettre à ce type de projet d'émerger dans de meilleures conditions que partout ailleurs sur le territoire. Ça veut dire aussi travailler en co-investissement quand des acteurs publics-privés peuvent le faire. L'ANRU le fait, la Banque des Territoires le fait. L'ANCT le fait en étant investisseur en fonds propres sur des opérations qui, à défaut d'initiatives privées, ne trouvent pas d'opérateurs pour faire. Et on le fera d'autant mieux avec le plan de relance à la faveur d'un fonds de restructuration des locaux d'activité qui va permettre de subventionner l'équilibre économique de ces opérations. Justement pour permettre des loyers un peu plus bas, pour permettre d'accueillir des travaux un peu plus lourds, des contraintes patrimoniales, enfin tout ce qui dans un centre-ville rend les choses plus compliquées. Donc ce fonds, il sera mis en place dans le cadre du plan de relance dès le 1er janvier et il pourra accueillir des opérations publiques. Avec quelle dotation ? Ou des privés. 60 millions d'euros sur les 2 premières années avec une vocation à être renouvelée 2 ou 3 fois si ça fonctionne et si ça joue ce rôle d'accélérateur de projet. Donc finalement, des territoires de projet, il y en a plutôt dans les territoires fragiles parce que c'est là que l'État a un intérêt à agir, notamment justement dans la perspective d'assurer ce service d'intérêt économique général. C'est vraiment dans la perspective de ce service-là qu'on justifie la capacité des aides de l'État à des acteurs, y compris privés, et ça rend la coproduction publique-privée intéressante et possible. L'engagement pour l'opérateur privé, derrière, il ne peut pas prétendre avoir un TRI à 2 chiffres, il ne peut pas demander un retour sur investissement trop agressif. Oui, tout ça est forcément négocié, et je crois beaucoup plus à la négociation finalement qu'à la réglementation. Quand on travaille au projet, on arrive à trouver des solutions, il faut juste que le cadre réglementaire le permette. C'est précisément à ça que sert l'ORT, elle était prévue par la loi Elan, et donc elle se met en place et on a des retours d'expérience dans Action Cœur de Ville qui commencent à venir. Et finalement, c'est ça qui rétroagit sur la réglementation pour pouvoir offrir ce champ des possibles au-delà même des 222 cœurs de ville initialement. Aujourd'hui, n'importe quel territoire peut créer une opération de revitalisation des territoires pourvu qu'elle en respecte les fondamentaux, c'est-à-dire travailler sur différents domaines pour pouvoir avoir une approche intégrée des fonctions urbaines. C'est vraiment ça que ça sert. Dan, comment vous regardez ces outils côté opérateur privé ? Est-ce que ça c'est un vrai plus ? Est-ce que c'est la base, les fondations pour pouvoir développer des projets dans de tels territoires ? Ou est-ce que, j'ai pas envie de dire que c'est le gadget, mais c'est la petite cerise sur le gâteau qui permet d'équilibrer ou d'améliorer la rentabilité de l'opération ? Alors, on va être pragmatique, c'est que globalement, on arrive à une certaine saturation de mètres carrés commerciaux en France. Donc aujourd'hui, il faut requalifier les mètres carrés existants. Et à côté de ça, il faut juste être réaliste. Il y a de nombreux territoires aujourd'hui qui représentent des opportunités pour de la requalification avec une approche un peu différente de celle qui a longtemps conduit les investisseurs à investir sur l'actif immobilier commercial, et c'est de le penser différemment. Valérie en parlait, c'est qu'il faut avoir une approche vertueuse, construite, co-construite, c'est vraiment du co-investissement. Donc du coup, l'idée, c'est véritablement de poser les bases d'une opération et de se dire, ok, quelles vont être les externalités positives au-delà du simple bas de page, du TRI, sur l'ouverture sur un territoire, sur la création d'emplois. L'Illénium, c'est pas juste un centre commercial de plus dans l'agglomération lilloise. C'est 900 emplois créés, une bonne partie recrutée dans les quartiers sud de Lille, à travers en amont une mission locale pour l'emploi, presque la maison L'Illénium, qui a permis justement d'encourager les personnes qui étaient à la recherche d'un emploi au niveau local à bénéficier de formation.
Et donc ça, c'est de l'investissement direct et indirect pendant la phase de chantier, où il y a des personnes qui ont été qualifiées et qui aujourd'hui ont un travail, un emploi. Il faut tout penser ensemble. Donc je pense qu'il faut sortir de la pure logique économique en se disant je veux tel taux de valorisation et j'en démordrai pas. Il faut s'inscrire dans une démarche beaucoup plus vertueuse, socialement responsable, où certes, il faut envisager la création d'emplois, il faut envisager la création de valeur, il ne faut pas en perdre. Maintenant, il faut revoir un petit peu les indicateurs clés de performance et il faut faire preuve d'agilité aussi à ce niveau-là. Il ne faut plus les concevoir comme on le faisait auparavant en tant qu'asset manager derrière une bête feuille Excel avec un taux. D'ailleurs, on le voit, toutes les foncières aujourd'hui et les plus belles sont obligées également de revoir leur modèle économique, même sur les actifs commerciaux existants, parce que la nature même des activités qui composent un centre commercial évolue. Et donc, du coup, le textile était très pourvoyeur de rentabilité, de loyers très élevés. La restauration l'est beaucoup moins, le loisir l'est beaucoup moins. Les foncières sont capables de s'adapter. C'est-à-dire que nous, petits opérateurs, on est capable, aux côtés d'acteurs engagés de la ville, de l'État, à pouvoir concevoir des opérations intelligentes. Encore une fois, c'est mixité, c'est ouverture sur le territoire. Et n'oublions pas tous ces quartiers priorités de la ville, politique de la ville, doivent permettre de requalifier des territoires qui aujourd'hui ont été souvent délaissés et représentent énormément de potentialités pour tous les opérateurs. Mais vous parliez d'urbanisme tout court, avant de parler d'urbanisme commercial, mais est-ce que finalement opérateurs privés, opérateurs publics ont à peu près le même champ lexical, la même grammaire, ou est-ce qu'il y a encore aujourd'hui besoin de se rapprocher autour de projets et peut-être aussi de coordonner les calendriers, parce que les calendriers d'un opérateur privé, c'est pas tout à fait les mêmes qu'un opérateur public, et encore moins d'un élu local. Alors, on a fait des progrès, mais il y a effectivement encore un bout de chemin à faire. Quand on a commencé à travailler sur ces sujets d'urbanisme commercial, si je résume, on pouvait comprendre le public c'est gratuit, le privé c'est mal. La culture réciproque, c'était ça. Et aujourd'hui, on a fait quand même un beau bout de chemin parce que, d'abord, on apprend à se connaître et on apprend un peu mieux les mécanismes de son partenaire. Et c'est la seule condition pour laquelle on puisse se parler vraiment. Et donc, on a besoin de travailler avec une compréhension du langage réciproque. Et Pareca, c'est un opérateur qui avait 20 ans en 2020, un peu plus même, et qui avait un modèle économique d'investisseur privé. Donc c'était bien un établissement public qui travaillait comme le privé et qui utilisait les outils du privé, pouvait parler au privé. Sauf que Pareca, personne connaissait. On avait une équipe de 50 personnes pour travailler sur l'ensemble du territoire dans les QPV. Donc autant dire que c'était une goutte d'eau. Et donc à l'échelle de l'État et du fonctionnement de l'État, c'était vraiment sous-dimensionné. Aujourd'hui, au sein de l'Agence nationale de cohésion des territoires, on réconcilie ça avec cette approche territoriale et on se donne pour mission, effectivement, de faire culture commune, de travailler, encore une fois, de manière très souple sur ces mécanismes-là. On travaille avec les équipes des ministères côté Bercy et aussi côté urbanisme pour que les mécanismes de régulation soient beaucoup plus adaptés à la réalité que vous connaissez. Et aujourd'hui, quand on travaille sur les critères d'admissibilité des projets économiques, oui, et c'est plutôt des sujets d'urbanisme, d'accessibilité, de services finalement rendus à la revitalisation d'un territoire qu'on regarde. Donc on va pouvoir commencer à parler de compensation et donc de travailler sur une rénovation en périphérie en contrepartie d'un investissement admis en cœur de ville. Et donc finalement, c'est une façon de travailler de manière collaborative, négociée, beaucoup plus que réglementaire, imposée. Ça, vous y êtes prêt à la négociation? Oui, mais de toute façon, c'est déjà le cas aujourd'hui quand on voit les coûts d'acquisition de certains fonciers et puis des opérations de cœur de ville, c'est un très bon exemple. Nous-mêmes, avant même les opérations cœur de ville, on a investi dans le centre-ville de Niort, d'Agen, d'Évreux, qui, de prime abord, sont pas des villes qui font rêver et qui ont des équipements commerciaux de périphérie très performants. En revanche, en coordination avec les élus locaux, on a conçu des opérations qui sont équilibrées pour tout le monde, où nous, investisseurs, on vient aux côtés de la ville, travailler une opération intelligemment conçue. Encore une fois, c'est vraiment une démarche co-construite. Et du coup, on accepte en amont une rentabilité moindre, mais on s'inscrit dans la durée.
On n'est pas là pour faire un coût immobilier. Et du coup, il y a de l'intelligence dans la négociation au niveau de l'acquisition du foncier notamment. Et puis on essaie d'être malin ensemble sur quelles sont les fonctions qu'on va développer. Est-ce qu'il faut plus du résidentiel ou est-ce qu'il faut du bureau? Est-ce qu'aujourd'hui le bureau, avec le développement du coworking et malheureusement du télétravail, on va forcément envisager aussi d'autres fonctions associées à un lot qui se retrouvera au-dessus du commerce? Bon, la moralité de l'histoire, c'est que dans co-construction, il y a construction. Donc peut-être que vous allez arriver à un accord pour dire il faut lever la cloche du moratoire. Mais ça sera peut-être un autre débat. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir échangé autour de cette thématique. Et puis on se retrouve dans quelques minutes là pour une interview et on a fini notre série de tables rondes pour cette matinée du siècle live. Merci du siècle live. Live. Hein. Je suis fatigué moi. Merci à tous. À très vite.